On va peut-être accueillir notre première invitée. Je ne sais pas si elle est dans le coin. Eh bien oui, c'est Bénédicte Spanlé qui vient nous parler de costumes parce qu'elle est costumière pour le cinéma et l'opéra. Bénédicte qui n'est pas venue les mains vides. Non, je vois une robe. Et Virginie a bien remarqué la robe. Hein. Et quand je vois une robe, j'ai très envie de l'essayer. Eh ben, je vous en prie. C'est possible. À qui elle a appartenu cette robe? C'est une robe authentique ou c'est une réplique? Non, ce n'est pas une robe authentique. C'est une amie à moi qui a un compte Instagram qui se nomme Rafi dans le château et qui fait beaucoup de reproductions de robes. Génial. Eh ben, on la remercie. Ça va bien t'aller. Donc Virginie part essayer la robe. Voilà, je pars à l'époque de la reine Charlotte. Est-ce qu'ils sont réalistes, ces costumes de la série? Alors, les costumes de la série Bridgerton ne sont pas du tout historiques. C'est pas vrai. Oh là là. Et non, je pense que ça ne va pas surprendre beaucoup de gens si je l'annonce, mais oui, on s'éloigne assez du costume historique. En fait, quand on parle de costume historique, d'abord, on commence à parler en termes de silhouette. Donc, la silhouette, elle est définie généralement par les structures hautes et basses. Donc, par exemple, au XVIIIe, ça va être le corset et les paniers. Et les paniers, c'est quoi? Les paniers, du coup, c'est les structures basses que l'on mettait sous les robes. Ah oui, pour donner le gonflant. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui fait donner la forme vraiment bouffante à la robe. Donc, ça prend différents noms selon les époques. C'est un peu ce qu'on voit dans des films comme Sissi impératrice, Autant n'emporte le vent. Tout à fait. Tous ces films d'époque, oui. Même le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. C'est ça, donc c'est l'image qu'on a vraiment, quand on s'imagine les costumes d'époque, on pense en termes de silhouette et de structure, donc qui changent à chaque fois spécifiquement en fonction des périodes. Et donc là, la période de la Régence anglaise, concrètement, on est sur une silhouette très naturelle. Oui, voilà, sur des robes plutôt comme celle-là, un peu épurées, moins garnies. Moins garnies. Donc les costumes de la Régence anglaise se définissent par la taille qui se place sous la poitrine, donc qui est ceinturée vraiment à cet endroit-là, à la mode antique, parce que l'inspiration... Oui, ça veut rien dire, si. En français, on dit taille empire, effectivement, parce que les robes ont été portées sous le premier empire de Napoléon. Et c'est ce qui compte, hein, quand même, il faut le dire. Tout à fait. On est d'accord. Alors, on a une robe qui, comme tu le disais, Bénédicte, est très différente de la robe que va porter Marie-Antoinette, qui est là à l'époque de la reine Charlotte, en réalité. Oui. Il y a un corset là-dessous, normalement? Alors oui, il y a un corset, effectivement. Alors, il y avait deux types de corsets que l'on voit d'ailleurs dans la série. Il y en avait des longs et des plus courts qui s'arrêtaient à mi-côte environ. Et c'est des corsets, alors comparé à ce qui se portait au XVIIIe, qui étaient des corsets vraiment très, très balénés. C'est le corps à baleine. Très rigides, oui, voilà. Là, les corsets, ils étaient juste faits de deux couches de coton épais et de cordage au milieu qui donnait une certaine rigidité, du maintien, on va dire, au tissu, mais sans pour autant aller chercher à modifier le corps. Oui. Le corset va vraiment avoir pour fonction de maintenir la poitrine, mais en aucun cas on va chercher à s'amincir parce que de toute manière, on ne voit pas la taille sous la robe empire. C'est exactement l'avantage de ces robes. En fait, on portait déjà des robes taille empire sans que ça s'appelle comme ça au XVIIIe siècle quand on était enceinte. Tout à fait, oui, oui. Et elles étaient en quelle matière, toutes ces robes de l'époque? Alors, les robes de l'époque, ça dépendait. Alors, il y a le coton qui a commencé à être de plus en plus porté. On en importait des Indes. Donc, on avait différents tissus très, très fins en coton. Comme on en a sur le mannequin qui est là, d'ailleurs. Donc, on appelait ça des calicots, des gazes de coton, des mousselines. Il y avait également des satins de soie pour les robes de soirée, des mousselines de soie, donc un petit peu, des tissus un peu plus précieux, plus fins, plus vaporeux. Et en hiver, on s'est mis, à partir de 1810, à reporter du velours également. Donc Alors, moi j'ai une question, parce que là, effectivement, j'ai passé la robe très vite. Je n'ai pas les dessous qui vont avec. Oui. Qu'est-ce qu'on porte sous cette robe? C'est pas même la peau? Non, ce n'est pas même la peau. Donc, quand on s'habillait au 19e, on portait en premier lieu une chemise. Donc, c'était vraiment le sous-vêtement, la première chose que l'on filait. Par-dessus, on mettait le corset. Et ensuite, on mettait les différentes couches qui pouvaient constituer la tenue. Donc une sous-robe, une robe un peu plus légère par-dessus, parce qu'on s'amusait beaucoup avec les transparences des tissus à l'époque. Et donc du coup, on avait tendance à superposer différentes couches de tissus.
Virginie et Bénédicte, je vous interromps parce qu'on a une spectatrice qui s'appelle Lady Whistledown dans le chat. Donc on l'embrasse parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la narratrice dans Bridgerton. Donc voilà, je trouve ça très, très sympa. Comment est-ce qu'elles se déroulaient les cérémonies de mariage? On portait quoi? Les cérémonies de mariage, alors généralement on avait des... Enfin, ça dépendait des moyens, on mettait généralement sa plus belle tenue, on n'avait pas forcément les moyens de se fabriquer une robe blanche. D'ailleurs, le blanc n'était pas forcément encore tout à fait introduit comme... On ne se mariait pas forcément en grande robe blanche. C'est la fin du 19e que ça devenait automatique. Donc, généralement, on portait une jolie robe et voilà. Et pourquoi c'est devenu automatique? Parce que c'était la couleur de la pureté qui était associée à la virginité de la mariée. Mais avant, on se mariait souvent en rouge, puisque le rouge était la couleur de la vitalité, la couleur du sang, et on espérait avoir donc une descendance nombreuse, parce que ce rouge revitalisait la mariée. Ah, génial. On a la reine Charlotte dans la série dont on vient de parler avec Virginie. Elle a un style très 18e siècle. C'est-à-dire, est-ce que tu peux le décrire? Alors, dans la série, la reine Charlotte continue de porter donc, des robes à la française, donc, qui sont les robes vraiment que l'on portait sous Marie-Antoinette, des robes de cour, donc constituées d'un manteau de robe avec des plis watteaux généralement qu'il y a dans le dos, et une pièce d'estomac. Donc ce sont des robes très garnies, très, très décorées, très encombrantes. Et donc ce type de robe... Et qui pèse lourd aussi, parce que là, je peux le dire pour les gens qui nous regardent, même si j'ai pas tous les dessous, c'est très léger à porter, alors que des robes de cour 18e, j'en ai porté sur d'autres tournages. Oui. C'est très lourd, c'est imposant, on est obligé de se tenir très très droit. Là, la femme a beaucoup gagné en confort avec ce type de robe. Oui, oui, oui. Mais ça vraiment, ça découle du siècle des Lumières, où on a commencé à justement critiquer cette mode. Rousseau l'a d'ailleurs critiqué en disant qu'il avait horreur de cette mode qui coupait les femmes en deux comme des guêpes. Et on a cherché à rationaliser le vêtement et à se rapprocher en fait du corps naturel et de la ligne en fait naturelle du corps. Et surtout, Virginie, on vient de le voir d'ailleurs là avec une illustration, les coiffures de l'époque, est-ce que ça, ce qu'on voit dans la série, c'est fidèle à la réalité? Parce que ça devait peser une tonne. Alors la reine Charlotte s'inspire effectivement, comme tu le disais, de la mode française, et elle porte le pouf du début du règne de Marie-Antoinette, qui est popularisé par Marie-Antoinette et ses copines d'une certaine manière. Donc elle serait totalement démodée à l'époque Régence si elle était habillée comme ça. Et à l'époque, c'était vraiment des pièces montées de plus en plus imposantes. Dans les années 1780, on arrive à des poufs qui font 1,50 m de haut. Oui, c'est hallucinant. Et on a plusieurs questions, Virginie, dans le chat. Il y a Marie qui demande quelle est la période de la Régence anglaise. On l'avait donné en début. La période de la Régence anglaise, ça correspond à peu près à la période Napoléon pour nous. Je crois, il me semble que c'est entre 1811, 1820, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, je l'ai su. Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'était 1813, il me semble. Enfin, 1813, c'est la date de la série, effectivement, mais la Régence, c'est à peu près, effectivement, cette période-là. Et on demande aussi si tu peux rebondir sur la relation avec Georges. La relation avec Georges, oui, bien sûr. Alors, la relation avec Georges... Oui. Pas de souci. Ce n'est pas une très belle relation, mais peut-être qu'on va développer ça tout à l'heure, parce que sinon, on va aller très loin sur les pathologies mentales et les pathologies. Donc, on vous répond. Donc, Marie, on te répond tout à l'heure. Ok, et ben, je fais un petit point. Bon, continuez à nous envoyer vos questions sur le chat, et j'essaierai d'y mettre de l'ordre. Et est-ce qu'en regardant la série, tu as compris quelle était la volonté des créateurs? Pourquoi il y avait ce mélange 18e et 19e qui était présent dans la série? Alors c'est vraiment un choix pour le coup artistique et esthétique, puisque alors effectivement il y avait une mode très particulière à cette période-là à la cour de la reine Charlotte, qui donc dans toute l'Europe on portait la taille empire. Mais la reine Charlotte, qui vraiment adorait cette mode à la française qui ne se portait plus, s'est dit, qu'à cela ne tienne, je vais mettre des paniers sous les robes taille empire. Mais du coup, ça donne vraiment des silhouettes un peu montgolfières et pas très flatteuses. Donc en fait, normalement,
Donc, si ils avaient suivi les costumes historiques, la reine aurait dû porter donc ses robes taille empire avec des paniers en dessous, et toutes les femmes qui étaient présentées à la cour, donc notamment Daphné dans la première saison, au lieu d'arriver dans sa petite robe blanche qui lui donne cette allure de Vestale, voilà. Très, très élégante, elle aurait dû arriver pareil avec le gros panier sous sa robe. Et, là, ça aurait été compliqué d'être émerveillé par l'actrice en disant wow, elle est magnifique, alors que la tenue ne la met pas du tout en valeur, quoi. Et le maquillage, à l'époque, il était comment? Alors le maquillage, il est vraiment très léger. On continue de porter vraiment un tout petit peu de rouge, mais on a vraiment coupé avec la mode avant la Révolution, où les hommes et les femmes se poudraient, se fardaient vraiment de manière excessive. Donc là, on est vraiment sur un teint naturel qu'on rehausse légèrement, mais très légèrement de rouge à l'occasion, quoi. Ouais, le but, c'est vraiment de renforcer le chromatisme naturel du visage, c'est-à-dire les yeux un peu plus noirs, les joues roses et la bouche légèrement rehaussée. Et ça prend combien de temps pour confectionner une robe d'époque, comme celle-ci, par exemple? Une robe taille empire de ce type, je dirais que ça me met environ, entre 20 et 30 heures, quelque chose comme ça. Et les robes beaucoup plus garnies et structurées? Ouais, c'est ça. Minimum 80 voire 100 selon le niveau de décoration qu'il y a dessus. Donc c'est quand même, avec nos moyens actuels, bien sûr, machine à coudre, c'est quand même assez rapide, c'est des robes plutôt simples à faire. Et généralement, quand les gens se lancent par exemple dans la reconstitution, ils se lancent justement dans la période empire parce que c'est les robes les plus simples à reproduire en fait. Eh bien, pourtant, moi, je vais vous dire, je préfère porter une robe à la française parce qu'on a le sentiment d'être beaucoup plus tenue, c'est plus exotique par rapport à ce qu'on porte aujourd'hui. Cette robe, elle est hyper confortable, mais je vais quand même vous la rendre. Elle est trop confort, elle est ça? trop confortable. Elle est trop confort. En fait, j'ai même pas l'impression de porter un costume historique. En fait, oui, c'est pas assez. C'est pas assez, mais parce qu'il me manque le corset, c'est pour ça. Mais je sais pas si vous l'avez vu, le film Jeanne du Barry qui est sorti de Maïwenn, et moi j'étais complètement en hallucination devant toutes les robes qu'elle porte pendant le film. Pourtant que vous abordez ce sujet, je vais repasser ma tenue 21. Alors je l'ai pas vu, mais je sais que pour les tenues de Jeanne du Barry, elles se sont assez éloignées des coupes d'époque. Jeanne du Barry était à l'époque c'était à chaque fois soit la reine ou l'une des favorites du roi qui donnait un peu le ton à la cour. Et effectivement, Jeanne du Barry a donné ce ton. Et elle arrive à un moment donné avec une robe. Et en même temps, elle était aussi très, très féministe, avant-gardiste. Et on voit dans le film, elle porte un pantalon, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout autorisé. Historiquement, je suis pas sûre qu'elle l'ait fait. Mais ah ouais, c'est ça a été un peu fantasmé. Je pense que ça aurait été un peu trop. 19e, pour l'époque, ça a commencé. C'était trop tôt. 18e, je pense que ça aurait été beaucoup trop... Je pense. Oui, mais c'est possible. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que la série, elle a eu un impact sur la mode. On parle quand même d'un effet Bridgerton dès la diffusion de la saison 1. Et d'ailleurs, le réalisateur Chris Van Dusen, il a apporté sa touche mode pour une scène, je ne sais pas si vous l'aurez en tête, mais c'est une scène qui a fait quand même un peu fantasmer tout le public. C'est la fameuse scène dans la saison 2 où Lord Anthony sort de l'eau avec sa chemise blanche, mouillée, entièrement transparente. Vous voyez de quelle scène je parle. Vous pouvez... ouais, exactement. Donc j'allais dire, vous pouvez réagir sur le chat. Est-ce que tu vois de quelle scène je parle? Il sort avec sa chemise mouillée. Et bien en fait, c'est un hommage à Orgueil et Préjugés de 1995, exactement, avec Colin Firth et inoubliable Mr. Darcy. Donc voilà, ils sont inspirés aussi de ce film-là pour la série. Et vous, est-ce que vous avez travaillé sur des séries historiques de ce genre-là où on vous a fait faire des costumes extraordinaires? Oui, j'ai eu l'occasion de travailler sur la saison 2 de Marie-Antoinette qui devrait sortir bientôt. Et donc là, on était vraiment sur des robes 18e et alors complètement différentes du coup de celles de Bridgerton. Mais oui, c'est à chaque fois un travail énorme. Mais c'est toujours super intéressant de voir le développer, le cheminement de création, tant d'un point de vue artistique qu'après, nous, derrière une machine, à coudre les robes. Mais c'est vrai que sur ces films, la série, mais sur les films d'époque, le travail sur le costume, il est primordial.
D'ailleurs, les acteurs, ils apprécient énormément cela. Souvent, c'est pour ça qu'ils acceptent aussi. C'est pour le plaisir de se replonger dans une époque. Si on n'a pas un costume réussi, en fait, on n'est pas crédible. Et d'ailleurs, on voit deux univers entre Bridgerton, qui est très boîte à bonbons, avec des couleurs très pastel, très mode aujourd'hui, et au contraire, Marie-Antoinette, qui est beaucoup plus proche de la réalité historique. Oui, oui. Mais Bridgerton, ils ont vraiment... c'est une démarche artistique, donc après, on y adhère ou pas. Mais il y a vraiment une identité visuelle très, très propre. Et effectivement, c'est très, très, très coloré. Alors la régence anglaise était aussi colorée, mais peut-être pas à ce point, parce qu'on était quand même encore à la mode des robes blanches et en mousseline. Et ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément dans Bridgerton. Mais même au niveau des couleurs, tout est vraiment bien étudié. Enfin, chaque famille a un peu son code couleur. Les Bridgerton qui ont les couleurs pastel et le bleu. Les Featherington qui ont vraiment les couleurs un peu plus vives, acidulées, pour vraiment trancher entre les deux familles. Bridgerton qui est vraiment la noblesse anglaise bien respectable, bien installée, et les Featherington qui, eux, sont les nouveaux riches, et donc voilà, il y a cette petite note moins chic, qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent. Mais d'ailleurs, dites-nous sur le chat si vous avez des tenues préférées de la série ou un look en tête, un visuel. Ben voilà, là on voit encore la coiffe. Non mais moi je trouve ça génial. Une inspiration de robe à la française avec ce pouf assez découvrant, mais qui ressemble même pas au pouf de l'époque, hein, Bénédicte. Oui, c'est très 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 stylisé pour l'actrice. Les poufs de l'époque, alors ils pouvaient monter très très haut. Combien de kilos, on l'a dit tout à l'heure, ça m'a échappé. On n'a pas dit, c'est variable, hein, ça peut être 2-5 kilos. Quand même. Selon ce qu'on met dedans. On peut cacher un trésor dedans. Mais c'était souvent le cas d'ailleurs, puisque en fait, dans le pouf, on met des objets qui représentent l'actualité. Par exemple, quand les bateaux français sont partis aux États-Unis pour la guerre d'indépendance, les femmes se mettaient des bateaux dans les cheveux, dans les poufs, des bateaux comme ça, quoi. Quand il y a eu des campagnes de variolisation, c'est-à-dire l'ancêtre du vaccin, Marie-Antoinette mettait des seringues dans son pouf. Enfin, c'est délirant. C'est énorme. Bah, moi, j'ai les tétines de mes enfants dans mon sac à main, mais ça n'a rien à voir. Il faut les mettre dans les cheveux, Laurie. Je vais essayer de rouler ça pour la prochaine fois que je ferai une émission. J'y penserai. On n'a pas vraiment parlé non plus des costumes des hommes. C'est parce qu'ils nous intéressent beaucoup moins. C'est ça, ils sont beaucoup moins. Oui, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins fun. Enfin, ils sont plus classiques, effectivement. On se rapproche plus du. Ils n'avaient pas de pouf dans les cheveux. Non. On se rapproche plus vraiment du costume anglais et vraiment tailleur anglais, parce que c'est à cette période-là aussi que les tailleurs anglais ont vraiment perfectionné leur méthode et leur art, et qui leur donne aujourd'hui cette réputation d'être de très très bons tailleurs. Ça a commencé à cette période-là, et donc du coup ils portent des costumes, ils travaillaient beaucoup le lainage, ils portaient la culotte ou des pantalons. Et on reste sur des couleurs très très sobres, parce qu'encore une fois, après la Révolution, on a voulu se démarquer du noble qui, lui, se promenait avec ses gilets brodés et tout ça. Et on s'est dit non, on veut de la simplicité. Et donc les hommes sont très très classiques et donc un peu ennuyeux, oui, peut-être. C'est ce qu'on appelait le grand renoncement pour les hommes, c'est-à-dire le renoncement à la couleur qui arrive au 19e siècle. Toutes les deux, est-ce que vous avez une période de l'histoire préférée au niveau style vestimentaire? Moi, au niveau style vestimentaire, ce serait le grand costume français Louis XV, la robe de cour. Ah oui, je suis d'accord. Alors moi, j'en ai plusieurs, mais j'aime beaucoup globalement les périodes où la taille est à sa place naturelle et avec des manches bouffantes. Donc ça va être toute la période Louis XIII, ou la période qui suit celle de Bridgerton, la période romantique, 1830. Je trouve ça très, très joli. Et puis il y a aussi des choses assez faux-folles dans les cheveux. C'est une mode assez excentrique, on va dire, aussi. Alors que moi j'aime bien le côté effectivement taille resserrée, même les années 1880 où on retrouve le corset à nouveau avec les faux culs derrière. Oui. Magnifique. Ça c'est très beau. Ça c'est nos fantasmes aussi de grandes robes de princesses, de petites filles. C'est pour ça que c'est tout ce qui nous change de l'ordinaire. Peut-être quelque chose là-dessus. Dès que tu vois un film qui sort sur le 18e siècle, on se refait un YouTube live. Je vais vous faire ça. Merci beaucoup Bénédicte. Merci à vous, merci de m'avoir reçue. Merci pour le costume. Et on n'a pas parlé il y avait un petit chapeau aussi derrière. Ah oui, les chapeaux.
Le chapeau d'époque. Très très beau. C'est ça. Et qui te Alors, va très bien, tu peux le remettre parce Ça, que on tout peut à l'heure faire elle a la remarque, essayé. c'est que dans Bridgerton, voilà. elle porte très très peu de chapeaux, porte alors comme qu'on ça, ne et sortait tout. pas sans chapeau à l'époque. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que Virginie joue dans la saison 3 de Bridgerton. Tu as dévoilé mon secret. Donc voilà, vous pourrez la voir sur Netflix prochainement. Non mais ça te va bien, t'aurais pu vivre à cette époque-là, tu vois. Un peu Merci, plus tôt. merci Bénédicte, à bientôt.